Bonsoir. Donc oui, je vais vous lister un petit peu donc les modalités d'imagerie à notre disposition pour étudier donc ces varices pelvipérinéales et ce qu'on cherche et ce qu'on peut voir. Bon, tout d'abord, pourquoi on fait on fait bilan d'imagerie pour confirmer le diagnostic de varices pelviennes qui a été abordé cliniquement par l'écho-doppler. Le but de l'imagerie va être aussi donc d'approcher l'étiologie, donc est-ce qu'il y a un reflux, est-ce qu'il y a un obstacle, ou dans de rares cas, est-ce qu'il y a une autre cause. On va essayer d'évaluer l'extension périnéale et de localiser d'éventuels points de fuite transpérinéaux. Alors à notre disposition, on a des modalités dites non invasives, donc le scanner et l'IRM, et de façon plus invasive, donc la phlébographie, voire dans certains cas l'angiographie. Alors on va débuter donc par on va pas très bien. Donc l'IRM, donc là, faites-moi confiance, donc c'est des coupes sagittales, donc là en blanc on voit la vessie. Donc la séquence de base en IRM, c'est des séquences T2 dites FATSAT où on supprime le signal de la graisse et donc les cordons variqueux vont apparaître sous la forme de cordons un petit peu sinueux en hypersignal, donc blanc sur ces séquences. Donc là on les devine, donc là c'est l'utérus en fait, la vessie est ici, et donc de part et d'autre de l'utérus, on devine des cordons variqueux jusqu'en rétrosymphysaire ici. Là encore une IRM, mais cette fois-ci donc en coupe axiale, donc on peut faire des séquences dans les trois plans de l'espace. Donc là on est au niveau pelvien avec l'utérus au milieu, et là on voit un gros paquet variqueux. En descendant, donc là de bas en haut, on suit des cordons veineux jusqu'ici. Donc là ça ne voit pas très bien, mais on est au niveau de la face interne de la racine de la cuisse gauche, où on devine la petite varicosité qui se trouve là. Un autre exemple, donc là on est en coronal, où on a au niveau inguinal un paquet de variqueux que l'on retrouve bien ici là, sur cette coupe axiale. Alors, on va voir si le film marche. Donc je vous ai parlé donc, de la séquence de base en T2 FATSAT, mais avec l'IRM on peut aussi faire des enjeux de l'angio-IRM, donc avec une étude dynamique. Donc sur l'image arrêtée, on a le réseau artériel avec donc ici les reins, on a la veine rénale, et on voit très bien ici qu'il y a un reflux dans une veine ovarienne gauche qui est dilatée, pathologique, avec un reflux qui descend jusqu'à la région utérine. Alors deux mots sur l'IRM, donc l'intérêt, c'est que c'est pas irradiant, effectivement. Les limites, alors au niveau de la résolution, on est vite limité sur les petites veines, donc l'arborisation iliaque interne est difficile à étudier. De même, pour les mêmes problèmes de résolution, le caractère valvulé ou pas des veines sera difficile à affirmer. On peut être gêné dans les dysplasies et dans les conflits vasculaires, donc le nutcracker notamment. Une autre limite de cette modalité, c'est qu'on est en décubitus, donc on peut sous-évaluer la pathologie, et donc il y a un risque de faux négatif. L'autre modalité non invasive et plus accessible que l'IRM, c'est le scanner. Alors on va dire qu'il y a deux types. Alors, on va commencer par le scanner abdominopelvien. Donc l'avantage, c'est qu'on a un grand champ d'exploration, on a des coupes assez fines et très précises. Donc sur cet exemple, donc là on est en coupe axiale, donc la veine rénale est ici, on voit l'aorte là, l'artère mésentérique. Donc en descendant, hop là, on a une veine ovarienne là qui est pathologique, qui est dilatée. On la suit jusqu'à la région pelvienne avec ici donc les anastomoses utéro-ovariennes. Ah, on y est. Et donc on arrive donc au niveau pelvien avec donc, un paquet variqueux latéraux utérin gauche. Et ça ne s'arrête pas là, on peut descendre et vous voyez là, le produit de contraste qui circule dans les veines. Donc on est jusque en dessous et jusqu'en rétrosymphysaire où on a encore un petit cordon ici. Alors le scanner, ça permet de faire des reconstructions assez précises dans les différents plans. Alors
par commodité, par habitude, on travaille souvent en axial, mais on peut faire des coupes coronales. Donc là, on voit bien les deux reins, et de part et d'autre, à gauche comme à droite, des veines ovariennes pathologiques, dilatées, avec un reflux jusqu'aux régions utérines, et plus bas, là encore. Là aussi, donc, on voit toutes ces veines dilatées et pathologiques en rétrosymphysaire. Alors l'intérêt du scanner par rapport notamment à l'IRM, donc c'est l'étude des conflits vasculaires, donc le nutcracker et le coquette qu'on a évoqué avant. Donc là, encore une fois, donc on a l'aorte ici, l'artère mésenterique supérieure. Si la veine rénale est sténosée, on le verra très bien. Pareil ici, avec la veine iliaque primitive gauche qui est ici, et en avant, l'artère iliaque primitive droite. Alors, juste un petit aparté, hein, donc sur le phléboscanner des membres inférieurs, qui est indiqué dans des cas un peu plus rares, notamment quand il y a une atteinte donc, justement des membres inférieurs. Donc là, c'est un exemple de coquette où on voit donc la veine iliaque primitive gauche ici sur cette reconstruction, donc, qui est pathologique, avec un réseau au niveau de la cuisse lui aussi dilaté. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire aussi des coupes axiales, et on voit donc en superficie, en sous-cutané, des veines dilatées pathologiques là aussi. Alors parfois il peut y avoir des petits pièges, donc là sur cet exemple, là on voit la reconstruction déjà qui a un cordon variceux sous-cutané qu'on retrouve ici à la racine de la cuisse, au niveau même du pli fessier. Hein, alors déjà ce qui est un petit peu surprenant, c'est que là on a un élément anévrismal, ce qui est assez inhabituel dans cette pathologie. Et en fait, donc, sur l'artériographie, en fait, c'était une malformation artério-veineuse, avec donc l'anévrisme ici. Bon, le message, c'est que certaines varicosités pelviennes peuvent être secondaires, et ça peut ne pas être la pathologie princeps, et du coup, c'est pas forcément ça qu'il faut traiter, et donc ne pas emboliser, puisque en fait, dans ce cas particulier, c'était la voie de drainage de la malformation. Alors, deux mots sur les limites du scanner. Donc, bon, le problème, il est irradiant. Là encore, moins que pour l'IRM, mais effectivement, le réseau iliaque interne, et plus on est en distal, plus c'est des petites veines, et donc forcément, moins on le verra bien, on pourra l'étudier. Et c'est aussi donc un examen en décubitus, ça on n'a pas trop le choix, et donc on peut sous-estimer aussi la pathologie. Alors on passe à la phlébographie pelvienne. Alors bon, c'est invasif, c'est un grand mot, on va dire que c'est quand même mini-invasif, hein. Il y a une ponction veineuse, il y a un cathétérisme, mais qui se passe très bien à la majorité des cas, qu'on réalise en ambulatoire, et donc qui permet une opacification sélective de la veine rénale gauche, ensuite des veines ovariennes et du réseau iliaque. L'avantage, contrairement donc, à l'imagerie en coupe, c'est qu'on peut réaliser des manœuvres de Valsalva. Donc sur cet exemple, là, on voit donc la sonde qui a cathétérisé la veine rénale gauche, et on descend dans la veine ovarienne gauche, et on voit là un reflux donc, dans la veine utérine, pathologique, dilatée, avec ce qui avait été montré par Olivier tout à l'heure, hein, des anastomoses coronales vers le réseau utérin droit. Là, c'est l'étude du réseau iliaque, où là aussi on voit un réseau dilaté pathologique avec des anastomoses coronales vers la droite. Alors la phlébographie pelvienne va permettre une étude morphologique, hein, qui va compléter ce qu'on a repéré en amont sur le scanner et l'IRM, et va permettre aussi d'approcher l'étiologie en recherchant un reflux spontané, ou ce que je vous disais, hein, de réaliser des méthodes de Valsalva pour rechercher un reflux actif, pour démasquer un reflux actif. Dans certains cas un peu plus rares, on pourra aussi étudier les sténoses veineuses et éventuellement mesurer des pressions. Je vous montrerai un exemple après. Donc là, la veine ovarienne, celle qu'on va étudier en premier. Donc là, on a ce que je vous montrais aussi à la diapo précédente, donc la veine rénale et une veine ovarienne gauche dilatée pathologique, avec donc un large reflux jusque du côté droit, donc spontanément. Mais donc on peut faire justement donc, sur la phlébographie des manœuvres de Valsalva. Donc ça permet de démasquer notamment des dérivations périnéales vers la veine utérine, vaginale, ou la veine pudendale interne. Donc sur cet exemple, hein, là où on voit la sonde qui a cathétérisé la veine ovarienne, et on a un reflux jusque dans la veine pudendale interne gauche, ici en Valsalva.
Un autre exemple ici, là c'est pour vous parler de la veine de ligament rond, une dérivation pariétale qui est ici. Hop, on ne voit pas très bien, mais donc qui est opacifiée, donc il y a un reflux lors du Valsalva également. Alors on va insister un petit peu sur la veine pudendale interne. Bon, là on voit pas très bien. Donc là, on a le réseau variqueux qu'on devine, avec une veine pudendale interne ici qui est pathologique, dilatée, tortueuse. Et en Valsalva, on va pouvoir avoir un reflux périnéal par cette veine pudendale interne, notamment vers des veines rétrosymphysaires et hémorroïdaires, hein, ce qu'on devine ici. Donc après l'étude des veines ovariennes, on va s'attaquer à l'arborisation iliaque interne, où il y a donc, comme Olivier encore une fois l'a précisé, donc deux types de branches, hein, des branches pariétales et des branches viscérales. Donc sur ce cas particulier, on voit un cas de dysplasie congénitale. Là, donc on a l'arborisation iliaque interne à ce niveau-là, avec un réseau un peu vermiculaire, grêle, pathologique. C'était des séquelles post-thrombose. Un exemple encore sur les branches pariétales. Donc là, on a cathétérisé la veine iliaque interne droite, on est au repos et on a un réseau normal, subnormal. Et là, on voit la l'échoïde, donc il y a eu une embolisation dans l'intervalle des veines utéro-ovariennes. Et en Valsalva, on démasque un reflux ici dans la veine glutéale supérieure et ici dans la veine glutéale inférieure, droite. Toujours au niveau donc, du réseau iliaque interne et en Valsalva. Donc le réseau est ici et lors du Valsalva, on voit clairement ici un reflux, encore une fois dans la veine glutéale supérieure et ici dans la veine glutéale inférieure. Ici, on est dans le réseau à droite, donc on a la sonde qui descend jusque là et donc là on opacifie en reflux lors du Valsalva la veine obturatrice et même la grande veine saphène. Alors un petit cas particulier de sténose veineuse qui peut se rencontrer. Donc là, la sonde est dans l'artère, en fait c'est une artériographie et on se rend compte que le retour veineux là donc devrait se faire par la veine rénale mais qui n'est pas du tout opacifié. Il se fait majoritairement par cette veine ovarienne dilatée pathologique. Alors dans ce genre de cas, il faut se méfier. Donc l'avantage de la flebographie, c'est qu'on peut étudier le flux éventuellement en gonflant un ballonnet ou mesurer des pressions pour évaluer en fait l'importance du drainage veineux de cette veine ovarienne par rapport à la veine rénale qui est sténosée. Parce que vous comprenez que si on embolise la veine ovarienne et que c'est le drainage dominant du rein, et bien on aura donc des soucis. En conclusion, on souligne donc l'importance, hein, toujours encore une fois, de la corrélation entre la clinique, l'écho Doppler et du bilan d'imagerie, qui va nous permettre d'approcher les mécanismes physiopathologiques de la pathologie variqueuse. On va donc chercher des reflux secondaires pour éviter des récidives et chercher aussi les axes qui ne sont pas embolisés si on veut éviter des soucis. Voilà, merci.